au fur et à mesure. Donc, bienvenue à tous. Je suis ravi de vous rassembler, de vous accueillir à nouveau dans le cadre de cette démarche IMO-Réno, donc une démarche d'innovation autour de la mobilisation des agents immobiliers sur la rénovation énergétique. Je suis Gaëtan Brispierre, donc sociologue indépendant. C'est une démarche qui est soutenue par l'ADEME, le plan bâtiment durable, qui a une contribution substantielle d'Octave et puis qui mobilise des acteurs du réseau fer. On est ensemble aujourd'hui pour 1 heure et demie jusqu'à midi autour d'un thème qui est les outils pour une éco-transaction immobilière. Donc, je vous expliquerai dans quelques instants le programme. Les enjeux de cette démarche, je ne vais pas les redétailler parce que vous les connaissez, je les ai détaillés à plusieurs reprises. Simplement pour dire qu'on cherche à développer la synergie entre les transactions immobilières et puis la rénovation énergétique. Et ça passe forcément par un rapprochement entre deux univers professionnels distincts au départ, qui sont les conseillers rénovation et puis les agents immobiliers. Et donc, ça suppose un travail de médiation culturelle, d'alignement des intérêts, et que cette démarche IMO-Réno entend y participer avec votre aide, puisque c'est une démarche qui relève de la communauté, d'une communauté d'innovation que nous formons tous ensemble. Et on a réuni donc cette communauté autour de 3 webinaires précédents. Un premier en janvier autour de l'outil de simulation IMO-Réno, on en reparlera aujourd'hui. Un deuxième webinaire en février avec l'intervention de différents agents immobiliers déjà mobilisés sur ce sujet de la rénovation énergétique. Et puis un précédent webinaire en mars autour des retours d'expérience. On a eu une table ronde intéressante de différents lauréats du programme Actimo, avec lesquels on travaille en partenariat, qui nous ont fait part de leur expérience dans la mobilisation des agents immobiliers. Donc, vous avez bien sûr la possibilité de revisionner ces webinaires si vous n'avez pas pu assister à chacun d'entre eux, de diffuser les liens. Aujourd'hui, on parlera des outils de l'éco-transaction. Et puis, je voulais quand même dire un mot sur la prochaine échéance donc, du 15 juin. Donc là, on va être autour d'un atelier qui sera plus resserré avec les fédérations immobilières, les groupes immobiliers. Donc on est en train, avec le plan bâtiment durable et l'ADEME, de composer un casting avec les 3 fédérations immobilières, les principaux groupes immobiliers, peut-être aussi les mandataires immobiliers, on a vu qu'ils jouaient un rôle de plus en plus important. L'objectif de cet atelier, c'est à la fois de valoriser le programme Actimo, ses résultats, la démarche IMO-Réno qui nous réunit aujourd'hui. C'est des initiatives qui ne sont pas forcément très bien connues au niveau national. Et donc, c'est intéressant de montrer à ces acteurs nationaux que ça bouge sur le terrain et de voir aussi comment ils peuvent soutenir ces démarches locales. Un deuxième objectif, c'est de les impliquer dans la réflexion sur la suite et comment continuer à travailler ensemble, puisqu'avec la fin de l'année 2021, on va arriver à terme sur le programme Actimo. La saison 2 de cette démarche IMO-Réno se termine aussi. Donc, comment est-ce qu'on peut continuer à travailler avec les agents immobiliers tout en accélérant, parce que le but, c'est de passer non pas la 3e, mais peut-être la 4e ou la 5e sur cette mobilisation. Donc du coup, je relance mon appel à témoins que j'avais déjà lancé lors du précédent webinaire pour trouver un binôme, enfin plusieurs binômes d'agents immobiliers et de conseillers FR qui accepteraient de participer à cet atelier du 15 juin pour témoigner de leur partenariat, de l'intérêt de ce partenariat, des difficultés qu'ils ont pu rencontrer.
Donc, on ne pourra pas inviter toute la communauté IMO-Réno, mais voilà, je souhaiterais que certains d'entre vous soient présents, agents immobiliers et conseillers FR. Mon idée, c'est qu'en fait, plutôt que d'organiser des prises de parole à tour de rôle, ce que j'aimerais, c'est créer des espaces d'échange, de discussion entre des représentants de la profession immobilière et puis des agents immobiliers de terrain et des conseillers FR, voilà, pour qu'il y ait des sortes de speed dating qui puissent se faire hein, et qu'il y ait des questions qui puissent être posées. Et donc voilà, si vous êtes intéressé, si vous êtes disponible le 15 juin, si vous pensez à un agent immobilier qui pourrait vous accompagner ou si vous êtes vous-même agent immobilier, contactez-moi. J'ai déjà eu plusieurs propositions, on en cherche d'autres. Donc, c'est voilà, le casting, on a besoin de le composer dans les 15 prochains jours, donc avant la fin du mois d'avril. Un deuxième appel à témoins, puis après j'arrête avec les appels à témoins, au sujet des rencontres digitales FAIR qui vont se tenir très bientôt. L'ADEME m'a contacté pour trouver pareil un binôme agent immobilier conseiller FR qui serait OK pour témoigner dans le cadre de la réalisation d'une vidéo qui serait projetée dans le cadre de ces rencontres digitales FR. Donc ça serait pour la semaine prochaine. Si vous avez envie de valoriser votre partenariat, voilà, n'hésitez pas à me contacter, je ferai le relais avec les personnes concernées. Voilà, donc très rapidement sur cette communauté qui est maintenant bien constituée, on était 35 au départ, on est 90 au bout du 4e webinaire, donc la communauté a grossi. Je propose aux nouveaux qui nous rejoindraient à l'occasion de ce 4e webinaire de se présenter dans le chat. Et puis, je compte sur les autres pour leur souhaiter la bienvenue. Pour ceux qui ne seraient pas encore inscrits sur la liste de contacts, je vais vous diffuser le lien dans le chat pour vous inscrire. Alors, on en vient au cœur du sujet. Donc, aujourd'hui, on va parler des outils novateurs au service d'une éco-transaction. C'est le dernier webinaire de cette saison 2 d'IMO-Réno et j'avais envie de vous proposer de faire un pas de côté, voilà, d'ouvrir un peu le sujet tout en restant autour de cette synergie entre transactions immobilières, rénovation énergétique, pourquoi pas verdissement aussi des biens, et sur des outils dans lesquels les agents immobiliers ont un rôle à jouer. Donc, ce qui est intéressant, c'est que les personnes qui vont présenter aujourd'hui sont toutes des membres de cette communauté IMO-Réno, avaient déjà assisté à des webinaires précédents, et puis c'est dans le cadre de nos échanges que j'ai vu émerger ces outils que j'avais envie de vous faire connaître et autour duquel on pourra discuter aujourd'hui. Donc, c'est des outils qui sont complémentaires à ceux déjà présentés. On aura un outil Reveléo qui est plutôt autour de la dimension environnementale. Donc, on ira au-delà de la rénovation énergétique. On verra comment apporter une information environnementale sur les biens. Rénover pour tous, c'est un outil complémentaire au sens où il va viser des cibles qui sont un peu en marge du marché immobilier classique et proposer un dispositif permettant à la fois de remettre le bien sur le marché et une possibilité de dégager des marges de manœuvre pour le rénover énergétiquement. Ce que je peux dire aussi sur les outils qui vont vous être présentés, voilà, c'est que c'est des outils en cours de développement, mais qui ont tous passé le stade de l'idée. Donc, ça peut être des versions bêta qui vont être bientôt mises sur le marché.
Rénover pour tous a remporté le hackathon Rénovaction en 2020. Donc, c'est le signe qu'il y avait déjà une certaine maturité, mais qui sont encore des outils qui ont besoin des retours d'une communauté, d'être déployés. Donc, c'était ça aussi qui était intéressant dans les présentations aujourd'hui, c'était de pouvoir justement bénéficier de vos retours, de votre mobilisation. On terminera aussi en revenant sur l'outil Imoreno qui a été présenté lors du premier webinaire, donc qui est aussi un outil en cours de développement. Et puis là, ce qui était intéressant, c'était voilà, de faire intervenir un agent immobilier. Et donc, il y aura une interview croisée avec un agent immobilier et puis Florent Richard qui porte le développement de cet outil. Et un mot de conclusion de Cécile Grassi de l'ADEME qui doit nous rejoindre. Donc, 6 intervenants aujourd'hui, 3 outils qui seront présentés. Voilà, je les présenterai rapidement au fur et à mesure. Voilà, alors, petite innovation. Je n'étais pas tout à fait satisfait lors du dernier webinaire de l'interactivité parce qu'on n'avait pas vraiment pu prendre de questions dans le chat. La table ronde était très riche. Donc, ce que je vous propose cette fois-ci, c'est d'utiliser un outil qui s'appelle Flinga pour faciliter les échanges. Donc, c'est un outil de post-it en ligne. Vous allez voir, très facile à utiliser. L'idée, c'est que ça va venir remplacer le chat pour vos questions, pour vos réactions, lors des 2 premières présentations d'outils Révéléo et Rénover pour tous. Donc, le principe que je vous propose, c'est au fur et à mesure de la présentation, comme vous auriez pu écrire des questions dans le chat, bah là, vous les écrivez sous la forme d'un post-it. Et puis, ensuite, les intervenants pourront réagir sur la base de vos post-it. Alors, je vais vous mettre le lien vers le premier Flinga dans le chat. Ouvrez-le, je vais vous expliquer en 2 secondes comment ça fonctionne. Alors, je l'ai envoyé seulement à Florence, ça n'ira pas. Voilà, donc c'est très simple. Pour produire un post-it, vous allez en haut à droite, vous avez une case dans laquelle est marqué message. Bon, là, vous écrivez votre post-it, puis vous appuyez sur entrée, ça va ajouter le post-it, puis ensuite vous pouvez le positionner dans une des 3 colonnes. Vous avez la possibilité de scroller aussi pour zoomer. Voilà, donc 3 colonnes pour organiser un peu vos réactions, vos questions, vos demandes de précision. Une colonne un peu plus libre, vos idées, donc très ouvert, des suggestions que vous pourriez avoir vis-à-vis des outils qui seront présentés. Voilà, comment vous projetez dans l'usage potentiel de ces outils. Et puis, si vous êtes intéressé pour déployer l'outil sur votre territoire, pour devenir bêta-testeur, vous pouvez laisser votre mail aux intervenants qui prendront contact avec vous. Donc, voilà, on va interagir à travers ce mur de post-it. Voilà, je vais maintenant donner la parole à Aurélien et à Pierre. Je vais arrêter ma présentation si j'y arrive. Alors, voilà. Donc, qui est-ce qui va faire la présentation entre Aurélien et Pierre? Pierre. C'est Pierre. Ok. Alors, je vais te nommer animateur, Pierre, pour que tu puisses projeter. Ouais. Voilà. Et puis, je vais juste dire 2 mots. Donc, l'outil que vous allez nous présenter, c'est Révéléo. C'est un outil donc, qui permet d'aborder cette dimension environnementale des biens au-delà de la seule rénovation énergétique, mais même si on verra que ça l'inclut.
Et puis, vous me disiez que c'était une sorte de Yucca santé-environnement du logement. Alors, je ne sais pas si vous confirmez cette définition. Bah, je vous laisse la parole pour un quart d'heure et Ouais, puis on super. aura 10 minutes d'échange. Merci à tous les deux d'être là, en tout cas. Ben, merci à vous tous de nous permettre de vous présenter ce qu'on a fait. Alors, je partage l'écran. Je sais pas si c'est bon. C'est en train d'arriver. Ok. En 2 mots avant que ça arrive, peut-être parler de nous personnellement. Aurélien et moi, on travaille dans le bâtiment et l'environnement et la performance énergétique depuis un peu plus de 15 ans. Moi, à la base, j'ai un bureau d'études fluides installé à Paris, fluide et thermique, et on travaille avec Aurélien sur pas mal pour l'ADEME sur des sujets de, 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 de rénovation, que ce soit alors dans la copropriété, c'est notre sujet principal, mais aussi sur d'autres types de bâtiments. Et à l'occasion d'une de ces missions, il y a 2 ans, nous est venu un point, c'est que la rénovation, on parlait souvent de l'angle économie d'énergie, et en fait, notre idée, c'était d'élargir un peu le spectre, hein, et d'étendre en fait les intérêts de la rénovation à des questions de santé, d'une part, et d'environnement au sens large. Donc, on a réfléchi, on a décidé de se lancer dans un projet qui s'appelle donc Révéléo. Ah, je ne sais pas si vous voyez mon écran maintenant, si quelqu'un Oui, peut. on le voit. Ok. Alors, Oui, mais on voit qu'une fenêtre en fait. Vous pouvez le faire en grand. en plus grand, ouais, si c'est possible. Parce que quand ce sera écrit plus petit, on va pas voir sinon. Normalement, je l'ai fait, mais je ne sais pas si ça a marché. Là, c'est parfait, ouais. Ok, super. Donc, ce projet Révéléo, l'idée, c'est d'utiliser les données disponibles, donc ce qu'on appelle communément le big data, pour faire en fait de l'analyse sur des critères orientés santé-environnement à différentes échelles, depuis le territoire jusqu'au bâtiment, pour les particuliers et les professionnels. C'est-à-dire de donner de l'information et de la synthétiser. Le point, c'est que effectivement, quand on cherche des informations sur, on va dire, les critères environnementaux autour d'un lieu, alors souvent pour un bâtiment, effectivement, on va avoir son DPE, on va avoir éventuellement une labellisation ou une certification environnementale, surtout d'ailleurs pour des bâtiments assez récents, ces certifications environnementales. Mais pour autant, il y a quand même tout un ensemble d'informations qui vont échapper aux usagers de ces bâtiments-là. Alors, notre objectif initial, c'est quand même plutôt le résidentiel, c'est d'informer plutôt les citoyens et les gens qui travaillent avec eux, qui les accompagnent, et notamment les agents, pour avoir plus d'informations sur les critères environnementaux autour d'un lieu, donc le bruit, la qualité de l'air, la végétalisation, ce genre de choses, mais aussi la distance à un certain nombre de services qui vont avoir une incidence sur la mobilité. Et donc, l'objectif du projet, et d'où le nom aussi Révéléo, c'est de révéler ces informations, de les rendre à la fois plus accessibles et plus simples à comprendre pour l'ensemble des usagers. Donc, on est parti initialement sur un service aux particuliers et aux agents, et on a étendu ça, donc plutôt pour le résidentiel, et chemin faisant, on l'a étendu aux bâtiments tertiaires. Pour le résidentiel, on a fait développer une application, on a fait toute la partie recherche de données, constitution, tri, algorithme, et on a travaillé avec un informaticien pour développer une application qui rentre en phase de test maintenant, et qui permet pour un lieu donné de faire une évaluation environnementale. Alors, je vais ressortir 2 secondes de cette présentation-là, parce qu'en théorie, donc la diapo d'après, c'était des images fixes de l'application, mais
Alors, je ne suis pas un grand informaticien, mais je dois pouvoir. Et je vais essayer de vous mettre en partage une copie de enfin, la copie d'écran de mon téléphone. Je vous demande une seconde parce que ça marchait avant ça marchait avant le webinaire. J'espère que ça va marcher là. On y croit, Pierre. Moi aussi. On est avec toi. Alors, j'ai l'impression que le partage d'écran, Là, effectivement, on n'a rien de visible, nous. c'est complètement noir chez vous? C'est la fenêtre qui doit représenter le téléphone ne fonctionne pas. Ok. Alors, je vais arrêter et relancer le partage. Ça marche. J'essaye juste un coup. Effectivement, j'ai l'impression que ça. Bon, bah c'est. J'ai envie de dire, comme souvent avec les outils informatiques, ça marchait il y a une demi-heure, et là, je vois que ça. On est dans le cadre d'une version bêta. Hein. Ouais, on est dans une. Enfin là, c'est pas enfin, c'est pas l'application L'application qui bug. qui fonctionne, c'est juste que pour envoyer mon écran de téléphone portable vers l'ordinateur, c'est cette fenêtre-là qui ne marche pas. Peut-être que tu peux nous présenter les éléments à partir des images fixes. Ouais, je vais faire comme ça. Du coup, je vais repartager mon écran. Dans une seconde. Est-ce que de toute évidence, ça ne marchera pas. Alors, le partage, je le remets. Alors, c'est revenu chez moi, je ne sais pas si vous revoyez mon écran. Oui, c'est bon. Ok, donc en gros, l'idée, donc, comme je vous le disais, c'est de révéler les caractéristiques environnementales autour d'une adresse en prenant en compte donc différentes échelles, la commune, le quartier et puis directement le logement. Donc les quatre vues d'écran que vous devez avoir, c'est donc la page d'accueil où on va pouvoir soit saisir une adresse, soit directement se géolocaliser. Et ensuite, ça fait automatiquement une évaluation globale des caractéristiques environnementales autour de cette adresse-là, qui est ensuite décomposée. Alors, j'ai mon écran, je ne sais pas si vous... Oui, ça clignote aussi de notre côté. Ah. Je vais faire le partage, Pierre, je pense, parce que ta connexion est pas bonne. Je vais partager. Ouais, ma connexion n'est pas terrible et c'est peut-être ça qui pose problème. Hein. Je vais te donner les droits, Aurélien. Ouais, merci. Désolé pour ce bug. Alors, Pierre, est-ce que Pierre, tu pourrais donner les droits à Aurélien? Parce que je crois qu'en t'ayant nommé animateur. Ouais, du coup, tu as perdu tes droits. En fait, dans écran partagé, tu peux, Gaëtan, dire plusieurs participants peuvent partager. C'est pas la peine de donner les droits. Mais là, Pierre, il faut que tu me donnes. Normalement, j'ai mis plusieurs participants peuvent partager. Ok, c'est bon.
Ok, allez-y. Oui, donc ce que j'étais en train de dire, c'est que donc, cette note globale, elle est décomposée en différents items, donc à l'échelle et à différentes échelles. Donc on a dans le cadre de vie, en termes de critères, pardon, on a le cadre de vie, la mobilité, les services essentiels et les services durables et citoyens. Évidemment, chacun de ces critères-là est basé sur tout un ensemble de sous-critères, donc issus de bases de données open data. Et ça permet donc d'avoir les qualités et évidemment les défauts qu'on peut avoir sur un lieu donné. Tu peux peut-être passer à la diapositive suivante. Donc à l'échelle du territoire, voilà, comme je vous le disais, les principaux axes qu'on évalue, c'est le cadre de vie, la mobilité, les services essentiels, les services durables et citoyens. Et à l'intérieur de ces critères, on prend en compte donc toute la liste des informations que vous voyez là, donc qualité d'air, bruit, part des espaces naturels et agricoles à proximité, sécurité pour le cadre de vie. Pour la mobilité, on cherche à mettre en avant surtout les transports doux, donc transports en commun, pistes cyclables, les vélos et en longue distance, les gares. Au niveau des services essentiels, c'est tous les services dont vont avoir besoin les résidents tout au long de l'année, donc les services de santé, les services d'éducation, d'alimentation, le sport, la culture, les restaurants et les petits services du quotidien. Et enfin, une catégorie un peu spécifique, services durables et citoyens, on cherche à mettre en avant et à survaloriser ces services citoyens et durables. Donc ça, c'est typiquement un critère qui est amené à se développer et à être implémenté au fil du temps. Donc là, on a mis pour l'instant AMAP, magasin bio, Repair Café, ce genre de choses. Présence d'un espace vert. Donc, c'est des choses qui doivent évoluer et qui, pour nous, valorisent le territoire et les bâtiments et les logements qui sont sur ce territoire-là. Tu peux passer. La dernière brique qui est en train d'être développée et qui va peut-être vous intéresser en tant qu'agent et conseiller faire, c'est que, comme je vous le disais au début, l'idée c'est d'avoir 3 échelles d'évaluation, de ne pas séparer, de ne pas couper le territoire, le quartier du logement. D'accord ? Un bon logement dans un mauvais quartier ou inversement, un très bon quartier de mauvais logement. Bon, pour nous, c'est la synthèse des deux du point de vue environnemental qui est importante. Et donc, la dernière brique que je ne peux pas vous montrer là, c'est l'évaluation du logement. Donc, on va avoir un questionnaire assez détaillé puisqu'on on est en train de tester des longueurs et c'est aussi ça qui va nous intéresser avec des bêta-testeurs. On a des questionnaires dont on doit évaluer la longueur qui vont de 25 questions à plus d'une soixantaine. Et il faut qu'on arrive à trouver la bonne longueur pour avoir une évaluation complémentaire de la qualité du logement. Et finalement, la note qu'on va obtenir, c'est une synthèse des caractéristiques du territoire, donc commune et intercommunalité, du quartier, c'est-à-dire les services et les mobilités disponibles à proximité, et du logement. Voilà. Donc, c'est vraiment les 3 échelles sur lesquelles on veut travailler. À ce stade, donc, comme je vous le disais Gaëtan, et je le rappelle, donc on a trouvé nos bases de données, nettoyer, trier, créer des algorithmes qui permettent de faire des notations les plus justes possibles. On a développé l'application, elle est en vraiment alpha test là, et on souhaite en fait la mettre à disposition d'un certain nombre d'usagers pour faire un bêta test à partir selon nos meilleures prévisions, ce sera courant du mois de mai. Et donc, on fait un peu un appel au peuple et notamment à votre groupe. S'il y a effectivement des professionnels, soit faire, soit agents immobiliers qui seraient intéressés pour tester avec nous cette application et nous faire le retour, ce serait vraiment très intéressant pour nous. Et donc c'est normal qu'elle n'est pas encore sur l'App Store, puisque c'est une des réactions qu'il y a sur le tableau de post-it. Oui, elle est pas sur l'App Store. En fait, il faut avoir, pour la télécharger, moi je l'ai sur mon téléphone parce qu'il y a il faut avoir une application de développeur pour pouvoir la voir. Mais on doit la sortir, comme je le disais. On est encore en phase de test alpha, là, mais selon nos prévisions, elle sera disponible au mois de mai. Évidemment,
tous ceux qui pourraient ne pas vouloir être bêta-testeurs, mais qui seraient intéressés pour être informés, n'hésitez pas à laisser votre adresse et votre adresse mail, et on vous tiendra au courant du jour de la sortie. Aurélien, évidemment, j'ai probablement oublié des choses et n'hésite pas à compléter. Encore 2-3 minutes pour compléter votre présentation, si vous le souhaitez. Ouais, non, c'est complet, hein. L'enjeu, c'est vraiment de venir compléter dans la mesure du possible le travail des conseillers faire d'une part et des agents immobiliers d'autre part, pour venir objectiver un certain nombre d'éléments qui sont pas tout le temps faciles à mettre en avant auprès de futurs acheteurs, de locataires, etc. Parce que on n'a pas tout le temps les éléments donc d'évaluation. Nous, c'est ça qu'on propose avec une évaluation simple, à la fois du territoire, donc les qualités de la commune, les qualités du quartier et du logement, comme vient de le dire Pierre. Le logement étant renseigné, comme vous l'avez compris, avec des éléments qui peuvent être donnés soit par celui ou celle qui visite, soit par le ou la propriétaire, soit par le ou la agent immobilier. L'enjeu étant au final d'avoir une évaluation la plus objective possible du logement sur laquelle vous pouvez vous appuyer soit pour proposer des travaux, soit pour mettre en avant des points forts, expliquer aussi les points faibles. Voilà, vraiment venir donc compléter déjà l'ensemble du savoir-faire que vous représentez, agent et puis et conseiller faire, quoi. Plus spécifiquement, comment vous voyez le rôle des agents immobiliers par rapport à une application comme Reveléo? Dans les échanges qu'on a eus évidemment avec les agents immobiliers, on va dire que tous n'ont pas la même problématique. Enfin, je vous apprends rien en disant ça. Moi, je vis à Paris, même si là, pour le coup, je suis en province et j'ai une mauvaise connexion parce que je suis vraiment dans la campagne. Mais donc, tous les agents n'ont pas la même problématique. Si on compare quelqu'un qui est dans le centre-ville dans le centre d'une grande ville, sur des marchés immobiliers tendus, bon, ce type de service qui permet d'objectiver, de voir les améliorations, c'est pas forcément quelque chose qui les touche. Par contre, effectivement, moi, dans les agents qu'on a rencontrés, j'ai pu constater que dès qu'on commençait à s'éloigner de ces centres urbains très denses et très connus, il fallait mettre en avant des caractéristiques positives et du territoire et des logements, ou alors le potentiel de travaux qui pouvait y avoir, et chercher à les objectiver, à les définir, tout en restant synthétique. Donc moi, je crois qu'effectivement, et des échanges qu'on a eus, ce type d'application, elle peut servir à des agents qui sont sur des territoires et avec des logements pour lesquels les qualités sont peut-être pas évidentes, ou c'est pas qu'elles soient pas évidentes, mais peut-être moins connues, et accessoirement de voir aussi les améliorations à faire directement sur le logement, parce qu'il est bien évident que un futur résident, enfin quelqu'un qui cherche à acheter sa maison, il y a des choses sur lesquelles il a la main, typiquement les travaux, et des choses sur lesquelles il n'a pas la main, et il ne fera pas construire une gare RER à côté de chez lui, quoi. Donc voilà, je pense que ça peut, une application comme ça, surtout si effectivement on arrive à faire participer un maximum de personnes, ça permettra de faire ressortir finalement les lieux et les biens immobiliers qui ont des vraies qualités environnementales. Je me permets de compléter peut-être sur deux aspects. Le premier, c'est que lors d'une visite, donc c'est ce qu'on a dit, il y a un questionnaire qui va apparaître et qui est destiné notamment à celui ou celle qui visite. Là-dedans, il y a des éléments très objectifs du type quel est le système de ventilation. Là, il peut être d'ailleurs accompagné par l'agent ou propriétaire pour renseigner, dire c'est une ventilation de type machin. Mais il y a aussi beaucoup d'éléments subjectifs. Comment est-ce que vous jugez la luminosité, le bruit, etc. Et là, clairement, ça, c'est des informations qu'on anonymisera évidemment, mais qu'on mettra aussi à disposition des professionnels, que ce soit les espaces verts ou les agents, pour dire, voilà, sur ce bien-là, il y a ce ressenti-là qui est ressorti. Donc ça peut être déjà un premier élément. Le deuxième élément de ce qu'on a compris, et notamment des agents qui sont présents là,
qui ont déjà une grosse expérience immobilière, qui se forment sur des aspects très techniques liés à la rénovation. De ce qu'on a compris des échanges qu'on a eus avec eux, c'est qu'ils sont de plus en plus sollicités par leurs clients pour comprendre qu'est-ce que c'est la qualité de l'air, pourquoi est-ce qu'il faudrait que j'habite ici plutôt que là. Et ce n'est pas tout le temps évident de répondre à ces questions-là, parce qu'il y en a une liste qui est quand même longue comme les deux bras. Donc nous, il est très clair qu'on va apporter aux professionnels de l'immobilier, de la performance énergétique, des informations qui seront plus détaillées que ce qu'on va apporter dans l'appli, tout simplement parce que l'appli, c'est pas fait pour faire un cours sur, je sais pas moi, sur la qualité de l'air, etc. Donc les professionnels, eux, auront accès potentiellement à des éléments plus détaillés, soit plus de détails au sein de la note, soit plus d'explications sur ce que c'est, je sais pas ce que sont les PM10, les NO2, etc., pour pouvoir expliquer à leurs clients ou à leur public, dire voilà pourquoi est-ce que c'est comme ça, vous êtes là à côté d'une route, tiens, j'ai un bien qui est à peu près similaire, si c'est important pour vous, qui est un peu éloigné, donc moi, maintenant, agent, conseiller faire, je vous explique pourquoi est-ce que la note est comme ça et pourquoi et comment est-ce que vous pourriez trouver un bien qui satisfait mieux à vos ambitions. Donc l'enjeu, c'est vraiment d'être dans un partenariat avec les professionnels déjà sur le terrain. Il y a une question qui est posée sur est-ce qu'il n'y a pas un risque de déception ou de bonne surprise vis-à-vis de la note environnementale et du bien. Et du coup, effectivement, moi, c'était une question que je me posais aussi. Finalement, la pondération de la rénovation énergétique dans cette note environnementale globale. Elle intervient, la rénovation énergétique stricto sensu, elle intervient sur la partie logement, puisqu'on ne va pas aller rénover le quartier, on ne va pas aller rénover la ville non plus. Donc là, concrètement, pour te répondre sur ce qui est pris en compte si je rénove versus je rénove pas, ça va impacter les trois briques. Là, vous avez toujours mon partage d'écran, hein, l'état et le niveau des prestations, confort et santé, environnement. Au sein de ces trois briques, concrètement, il y a de forts impacts de la rénovation énergétique. Alors allons-y précisément, confort et santé. Si je change de système de ventilation, je change clairement l'impact sur la qualité de l'air intérieur, donc je change confort et santé d'une part, et environnement d'autre part, parce que je vais venir maîtriser les flux d'air, donc ma consommation d'énergie. Si je fais une réno, en général, je sais pas moi, si je rénove mes murs par l'intérieur, je vais venir déposer tout ce qui est foutu, je vais venir remettre de l'isolant, remettre ensuite un parement, refaire une peinture, etc. Tout de suite, on impacte l'état et le niveau des prestations, l'environnement, en termes de performance énergétique pure, et le confort et la santé, puisqu'on le compte, on compte aussi l'isolation thermique là-dedans, puisque le confort thermique fait partie du confort et des impacts santé. Enfin, c'est pas ici que je vais vous faire un laïus sur le sujet, quoi. Est-ce que ça répond à ta... Ouais. Donc, clairement, un logement rénové versus un logement non rénové, sur les 40% de la note totale qui porte sur le logement, il aura une note qui sera probablement de 30 à 60% plus élevée, quoi. Ok, Après, donc ça dépend ce que tu rénoves, mais là, concrètement, il y a un gros impact là-dessus. D'où l'intérêt, c'est pour ça qu'on n'a pas voulu. On a voulu donner une note globale, parce que si elle n'existait pas, on nous la demanderait. Parce que la santé et puis vous le savez aussi, tous ceux qui sont présents aussi bien que nous, hein, la santé et le confort, c'est lié bien sûr au bien, mais c'est aussi lié à son environnement. Si je sors, que j'ai, je sais pas moi, une piste cyclable, un trottoir, c'est quand même pas tout à fait pareil que si je tombe direct sur une route, etc. Néanmoins, on a voulu donner aussi des notes détaillées qui sont affichées pour l'utilisateur lambda, la commune, le quartier, le logement. Et moi, je peux me dire, je suis contraint en termes de commune, je veux habiter ici parce que l'école de mes gamins est là, parce que pour telle et telle raison, mon boulot, voilà. Le quartier, je l'ai choisi, pas forcément pour des critères santé-environnement, mais parce que c'est hyper sympa, que j'ai toutes mes habitudes là, j'ai mon terrain de rugby, que sais-je, juste à côté. Très bien, nous, on vient juste apporter un élément complémentaire en disant, en termes santé-environnement, c'est comme ça. Et donc là, l'utilisateur, il peut se concentrer sur la dernière partie de la note logement. Il dit, moi, de toute façon, la commune, le quartier, je m'en fiche puisque j'ai déjà choisi, pas de problème. Donc, je vais regarder juste la note logement qu'on affiche aussi en tant que telle. Et là, il verra qu'entre un logement, toute chose égale par ailleurs, entre un bien rénové et un bien pas rénové, il y aura un écart qui sera non négligeable, quoi. À la louche, là, 30 à 60%. Ensuite, ça, tu pourras me dire dans un an, Gaëtan, que c'était pas ça quand on aura quelques milliers ou dizaines de milliers de logements. Là, on sortira quelques stats sur ça. Peut-être une dernière question avant de passer
à la présentation de Rénover pour tous. Zoé demandait est-ce qu'on pouvait prendre en compte les zones traitées comme les vignes ou les pommiers, parce que dans certaines régions, ça peut soulever des inquiétudes et avoir des impacts sur les dimensions santé autour Ouais, du logement. merci beaucoup. Bah, merci de cette question parce que moi, c'est une de mes préoccupations. Je bosse par ailleurs sur les enjeux d'alimentation. Pour répondre très clairement, pour pouvoir prendre en compte très clairement les zones traitées à l'heure actuelle par les pesticides, hein, puisque c'est de ça qu'il s'agit, elles ne sont pas prises en compte, mais par contre, elles pourront être prises en compte à deux conditions. La première, c'est qu'on ait des études épidémiologiques qui montrent l'impact des pesticides sur les riverains. Ça commence fortement à sortir. Santé publique France a sorti quelques études épidémiaux sur des impacts santé, malheureusement des cancers, etc., qui commencent à être très documentés. Et malheureusement aussi, on ne le dit pas assez au passage, sur les agriculteurs qui sont en général en meilleure santé que la population générale, mais qui souffrent de pathologies spécifiques liées aux pesticides. Donc ça, cette première brique, on l'a. La deuxième brique, en revanche, c'est d'avoir la donnée sur l'ensemble du territoire français à une échelle géographique nécessaire, donc c'est en gros la parcelle, pour pouvoir ensuite l'afficher. Et ça, pour l'instant, c'est ce qui manque. Il y a des éléments sur, je sais pas moi, la part de bio sur tel ou tel territoire, mais pour l'instant, à ma connaissance, hein, et là je lance aussi, je suis toujours preneur parce qu'on a beau bosser dessus tous les jours, il y a toujours quelqu'un pour nous dire ah mais au fait cette base de données tu la connais, ah ben non. Les données à l'échelle parcellaire et sur l'ensemble du territoire français de est-ce qu'il y a un épandage de pesticides ou pas, à ma connaissance, ça n'existe pas. Aujourd'hui, En ouais, vous n'avez parcellaire, mais pas il y a pas la donnée les données complète. suffisantes. Ouais. Ok, Petit, voilà. merci pour cette présentation, Pierre et Aurélien. Merci à Euh, vous. oui, Merci à vous. mais il y a eu pas mal de mails là, qui se sont inscrits sur le tableau. Donc, vous avez déjà quelques bêta-testeurs intéressés. Je vais donner la parole maintenant à Emmanuel. Est-ce que Aurélien, tu pourrais arrêter le partage d'écran? Voilà, si Emmanuel, tu souhaites lancer une présentation. Donc, je t'ai proposé, oui, de présenter ce projet que tu mènes, auquel tu réfléchis depuis quelques années maintenant, Rénover pour tous. Donc là, l'idée, c'est finalement de s'intéresser un peu à la dimension sociale du lien entre transactions immobilières et rénovation énergétique, en allant voir comment on peut inclure des ménages aux ressources modestes, que ce soit des propriétaires âgés ou des jeunes accédants. Et donc, tu vas nous présenter un concept qui est basé sur la séparation entre la propriété foncière et la propriété du bâti, et comment cette séparation peut dégager des ressources pour une rénovation énergétique. Donc voilà un petit quart d'heure pour présenter ça. Et puis, je vous diffuse dans, dans le chat le lien vers le deuxième Flinga pour réagir de la même manière. Merci Gaëtan. Je vais vous partager mon écran en attendant petit point de présentation. Je suis directeur de l'association Écoquartier Strasbourg, qui est une association qui œuvre depuis 20 ans maintenant à la transition écologique, à faciliter, favoriser la transition écologique et citoyenne, et notamment par des innovations sociales. On est un peu plus connu et reconnu en matière d'habitat participatif, mais on essaye de développer aussi tout un pan autour des copropriétés en transition, avec un guide pratique pour une gestion durable et participative des copropriétés, pour des kits, des démarches d'accompagnement court des copropriétés, des copropriétés neuves. Et on a également, dans les 3 dernières années, porté une plateforme territoriale de rénovation énergétique du nom commercial d'Octave, hein, puisque nous sommes en Alsace. Et c'est dans le cadre de ce portage du service Octave jusqu'à son transfert dans la société d'économie mixte Octave, dans laquelle Florent travaille, qu'on a développé cette idée. Au début, une idée, puis qu'on a formalisé dans le cadre du hackathon l'année dernière.
qu'on a appelé Rénover pour tous. En gros, effectivement, on est, avec le quartier Strasbourg, un peu des passeurs de frontières. On est à cheval entre le social, l'environnemental et l'urbanisme. Et donc, on a réfléchi à la manière dont on pouvait chercher à aider aujourd'hui les aînés propriétaires tout en aidant les générations futures. On est parti du postulat du constat plutôt, que les propriétaires étaient globalement âgés, les propriétaires de maisons individuelles. Sur l'Eurométropole de Strasbourg, on a 1/5 de la population qui a plus de 60 ans, et c'est une tendance qui augmente, et que 2/3 de ces populations sont propriétaires de leur logement. Et que 60% des logements de l'Eurométropole sont en première et deuxième couronne, avec une surreprésentation de la maison individuelle. Et on a aussi pointé le fait que en fait, 90% de ces ménages se trouvent dans des situations de sous-peuplement par le biais du temps, du départ des enfants, des séparations. Enfin, le partage a lâché. Je crois que Gaëtan, tu as désactivé le partage d'écran, de ce qui m'est indiqué. Non, excusez-moi Emmanuel, c'est moi en essayant de rendre les droits à Gaëtan. Ah, Je suis d'accord, pas de souci. désolé, vous avez compris que je suis pas très bon Il n'y a pas de problème. Désolé. On y arrive, on y arrive. On pointait aussi, parce qu'il y a à l'Eurométropole de Strasbourg, il y a un intérêt plutôt pour le logement collectif. On pointe quand même le fait que si le logement individuel est moins nombreux sur l'Eurométropole, il consomme quand même, sa consommation énergétique est 2,2 fois supérieure à un appartement, du fait de sa taille, du fait des partitions des parois. Donc d'un côté, on a des propriétaires qui sont nombreux en première, deuxième couronne en logement individuel. De l'autre côté, on a des jeunes accédants qui n'ont pas les moyens de rénover. Il y a 90% des transactions immobilières qui induisent des travaux, mais sur l'ensemble des travaux qui sont menés en maison individuelle, je crois qu'il n'y en a même pas un quart, ou à peu près un quart, de ces travaux qui induisent un changement de classe énergétique. 3/4 ne changent pas. Donc au moment de la transaction, il peut y avoir des travaux qui se font, mais malheureusement, ils n'ont pas assez d'effet pour des changements. Et ça s'explique notamment par le fait que une bonne partie des acquéreurs de maisons anciennes sont plutôt dans la classe sociale moyenne inférieure, ou à classe ouvrière et employée, avec des moyens limités. Et dans les marchés tendus, c'est les acheteurs qui s'endettent lourdement pour accéder à la propriété, y compris quand c'est en deuxième couronne. Et finalement, ils n'ont pas les moyens de faire une rénovation globale. Donc, on se retrouve avec ces deux situations. Aujourd'hui, quand on veut devenir propriétaire avec peu de moyens, soit on est un ménage senior et on vit dans un bien dégradé, inconfortable, auquel on tient quand même. Et pour les jeunes acquéreurs, on achète un bien cher en espérant le rénover petit à petit. Et demain, la question qu'on voulait se poser, c'est si on pouvait, pour le senior, vivre dans un bien adapté, sobre en énergie et confortable, et pour les futurs acquéreurs, acheter à un prix maîtrisé un bien qui est rénové au standard d'aujourd'hui. Alors, comment sortir de cette spirale un peu infernale dont je vous parlais, propriétaire à ressources modestes qui auraient besoin de faire des travaux lourds, mais qui n'en ont pas les moyens, les restes à charge sont trop lourds pour mener ces rénovations ambitieuses. Finalement, il y a une dégradation progressive ou une dévalorisation patrimoniale pour les ménages seniors, et les nouveaux acquéreurs, ils arrivent et ils n'ont pas les moyens non plus d'aller plus loin. Se joue encore là-dessus la poursuite de l'inflation immobilière dans les zones tendues. Alors, est-ce qu'il y a une tour de magie pour casser cette spirale? C'est ce qu'on essaye de réfléchir à ce tour de magie. Aujourd'hui, on a donc ces propriétaires avec peu de ressources. On est vraiment sur ce segment-là de ménages propriétaires avec des ressources limitées, qui ont une maison avec un fort potentiel de rénovation. Et demain, on cherche à réfléchir à travers cette idée qu'on est en train maintenant de monter en recherche et en recherche-action, avec demain des ménages qui pourraient conserver la propriété des murs, mais céder le foncier à un organisme foncier solidaire. C'est des organismes qui sont créés par un agrément préfectoral, qui achètent le foncier aux propriétaires, et avec la vente du foncier, le propriétaire peut réinvestir cette vente dans la rénovation, avec un effet levier entre l'apport
de la vente du foncier et les aides ANA auxquelles peuvent souscrire les ménages modestes. On a un effet de levier assez important. Ça part du principe qu'il y a une vente de la propriété foncière à un organisme foncier solidaire, des organismes qui se développent un peu sur tous les territoires maintenant, via la signature d'un bail réel solidaire qui est encadré par la loi, depuis la loi Allure. Ça sous-entend pour le propriétaire accepter des conditions de revente. Les ménages doivent être sous des conditions de ressources à qui on vend et les prix sont plafonnés. La plus-value est plafonnée. Il y a la conservation des droits réels pour le propriétaire en place. Il fait les travaux de lui-même et il bénéficie, il en use comme bon lui semble, si ce n'est qu'il ne peut pas le mettre en location. Et il réinvestit les bénéfices de la vente dans les travaux de rénovation globale. J'ai essayé de prendre un exemple sur lequel je vais aller assez rapidement, qui est un exemple virtuel, mais tiré un peu d'expérience vécue, avec une petite maison dans la banlieue de Strasbourg, avec un ménage de 2 personnes de plus de 60 ans avec des ressources modestes, un état assez dégradé, une étiquette énergétique importante et des freins. Ils veulent conserver le patrimoine pour le transmettre à leurs enfants, mais ils y connaissent rien en travaux. Le montage financier est quasi impossible puisqu'ils ne peuvent quasiment pas emprunter. Les banques ne prêtent plus à leur âge et il y a la lourdeur du projet. Et financièrement parlant, en fait, c'est des projets qui sont de l'ordre de au moins 75 000 € quand on veut avoir une rénovation ambitieuse. Dans le scénario classique, comme il n'y a pas d'accès à un prêt, les mensualités sont supérieures à 30% des ressources, il n'y a pas de travaux finalement, ou des travaux vraiment très partiels, et le bien se dévalorise à la revente. De l'autre côté, avec un scénario rénové pour tous, la vente de la propriété foncière à l'organisme foncier solidaire, on va dire, en estimant le foncier, la valorisation du foncier à environ 20%, crée un apport en liquidité pour le ménage qui réinvestit ce montant dans les travaux, qui a un effet levier avec les aides ANA, et on se retrouve avec quasiment la possibilité de ne pas recourir à l'emprunt. Il y a un impact sur les charges entre les économies qui sont attendues et la redevance qui est versée chaque mois par le ménage à l'organisme foncier solidaire, parce qu'il va louer le foncier à l'organisme foncier solidaire qui va générer un impact sur le reste à charge d'environ 50 €. C'est sur des premières simulations. Donc, voilà, le principe, c'est un gain en confort pour les ménages en place, tout en conservant leur patrimoine, pour une somme, pour un impact sur la reste à charge limité, un patrimoine qui est réhabilité pour répondre aux enjeux climatiques, et un bien qui conserve en fait, qui en plus conservera une utilité sociale dans l'accession à la propriété des ménages modestes, puisque c'est sous condition de ressources. Aujourd'hui, on est plutôt sur l'évaluation des différents cas de figure de ménages qui pourraient être concernés sur cette étape-là. Je vais passer vite pour avoir plus. On réfléchit à la fois à la manière d'appréhender justement ces potentiels vendeurs qui seraient OK pour vendre leurs biens, pour le rénover de leur vivant, soit sur des maisons individuelles, soit sur des petits collectifs où il y aurait une possibilité de division pavillonnaire. Donc des travaux un petit peu plus lourds, mais qui permet aussi d'avoir une valorisation plus importante de leurs biens. Et de l'autre côté, la réflexion sur les contraintes aussi liées aux jeunes accédants qui ont des ressources modestes, puisque le bail réel solidaire est encore un montage juridique qui est encore assez récent. Voilà, pour vous dire comment est-ce qu'on y arrive. Aujourd'hui, on a cherché à formaliser le concept, on a travaillé à sensibiliser des collectivités, donc on commence à avoir des collectivités partenaires sur l'Eurométropole, le département alsacien. Avec Octave également, on a commencé à en discuter. L'ANA est aussi intéressée, donc on est en train de nouer progressivement ces partenariats, mais ça peut être très long avec certains acteurs. L'objectif, ce serait de monter une recherche-action vraiment où on puisse étudier la faisabilité financière, juridique, psychologique, parce qu'il y a tout un certain nombre d'éléments intéressants à creuser. La faisabilité économique et commerciale, qui est encore à établir. La faisabilité juridique, les baux réels solidaires sont utilisés aujourd'hui. Il existe des opérations, mais en construction neuve. Ça commence à se faire dans l'ancien, mais ça induit d'autres recherches particulières à faire.
la faisabilité opérationnelle, il faut qu'il y ait de l'accompagnement et de la maîtrise, on va dire, du pilotage de chantier pour que les projets puissent se réaliser. Ça sous-entend aussi d'avoir de l'ingénierie opérationnelle qui soit très opérante et efficace pour la rénovation et de biens finalement isolés. Et il y a la faisabilité psychologique. En cours de route, je ne sais pas où j'en suis du timing. Gaëtan, c'est toi le dernier mot. Encore 2 minutes pour qu'on puisse échanger 5 minutes derrière. Simplement en creusant, en fait, sur le premier segment sur lequel on voulait travailler, c'était les propriétaires occupants vieillissants. En rencontrant les différents partenaires, on s'est rendu compte qu'il y avait aussi d'autres segments qui pouvaient être intéressants à creuser dans ce montage, parce qu'il répond à la fois sur la production d'une nouvelle offre en accession sociale, sur le maintien à domicile des personnes vieillissantes et sur la rénovation globale. Il y a la question des communes carencées en logement social. Ces communes-là, elles n'ont parfois pas forcément beaucoup de collectifs et elles n'ont pas de possibilité de construire beaucoup de logements neufs. Par contre, il y a la possibilité, via les mécanismes de préemption, de pouvoir acheter des biens par préemption et les rénover avant de les mettre à disposition de ménages modestes. Une autre possibilité sur laquelle on est en train de travailler en plus, un peu comme un premier test opérationnel, c'est sur la cession de patrimoine par les collectivités. Les collectivités se retrouvent parfois avec des biens, des maisons individuelles, des pavillons, et ils ne savent pas forcément quoi en faire. Ils ne sont pas forcément en très bon état. En général, ils la vendent au plus offrant, sans qu'il y ait des soucis des ambitions de rénovation. Donc voilà, on essaye de travailler sur ces deux premiers segments en se disant que ça nous sera utile pour aborder le troisième segment des propriétaires occupants vieillissants, où là, on va avoir des enjeux psychologiques et commerciaux qui vont être encore plus fins à analyser. Voilà. Merci beaucoup, Emmanuel, pour cette présentation. Du coup, dans l'avancement finalement du projet, là, vous êtes en recherche de prototypes, d'un terrain où essayer le concept. Je me suis laissé dire que vous aviez justement un lien avec un des membres éminents de notre communauté qui va intervenir juste après, Florent Richard, qui a aussi la particularité d'être un élu local, pour justement trouver un terrain. Est-ce que vous pourriez nous en dire un mot de cette recherche ? Ça part, un des enjeux du bon fonctionnement de ce processus, c'est de réussir à mobiliser deux ingénieries qui sont habituellement, qui ne se parlent pas. L'ingénierie de la rénovation énergétique des petits collectifs ou des maisons individuelles, ce que porte Octave, dans un souci d'efficacité du temps de ce type d'ingénierie, avec l'ingénierie des organismes fonciers solidaires qui est plutôt issus des promoteurs ou des bailleurs sociaux, donc plutôt sur la construction neuve. Donc les petits biens immobiliers comme ça, pour eux, c'est pas un sujet. Donc l'enjeu, c'est d'essayer de faire se rapprocher ces deux ingénieries pour voir comment est-ce qu'on arrive à mettre en place un processus qui permet d'avoir une certaine efficacité, sachant que si on ne regarde ce processus que par le prisme de uniquement soit la rénovation énergétique, soit la création d'une offre abordable, c'est probablement pas efficace parce qu'on y passe beaucoup de temps pour finalement rénover un logement. Sauf que quand on multiplie l'intérêt de plusieurs politiques publiques, que peut être le maintien à domicile des personnes vieillissantes, l'offre en logement abordable et le plan climat, la rénovation énergétique, là on se dit que finalement on arrive à cocher 3 cases en un seul coup. Et là ça devient quelque chose d'intéressant. C'est l'enjeu de mobiliser les collectivités, les élus sur ce sujet-là. Il y a une question autour des agents immobiliers. Est-ce qu'il y a eu une réflexion avec les agents immobiliers autour de ce concept ? Oui, il peut y avoir plusieurs réflexions avec les agents immobiliers. D'une part, en fait, comme c'est
pour identifier des biens qui pourraient être intéressants avec des propriétaires occupants modestes. C'est vrai que l'agent immobilier il est implanté dans un territoire, il connaît bien finalement, à travers les échanges qu'il a ici et là, le voisinage et l'état des biens. Et donc il pourrait être fort utile pour identifier des ménages modestes qui n'auraient pas les moyens de rénover, qui voudraient rester, mais voilà, donc derrière cette identification de ménage, il y a des transactions immobilières qui s'opèrent. Donc pour l'agent immobilier, c'est la possibilité d'être finalement prescripteur d'une transaction immobilière entre un ménage et un organisme foncier solidaire. Donc tout ce travail finalement de repérage et de prescription et d'intermédiaire dans la transaction peut être quelque chose à développer avec un territoire qui est volontaire, pour monter ce type de projet. Après, il y a le fait que, comme c'est des biens qui sont isolés, ils se transmettent ensuite. Enfin, il y a des transactions qui passent avec l'agrément de l'organisme foncier solidaire à chaque fois, mais c'est des transactions qui peuvent se faire dans le marché libre. C'est juste que ça doit être le ménage qui achète doit être agréé par l'organisme foncier solidaire. D'accord. Donc là aussi, ça peut concerner les agents immobiliers. Peut-être une dernière question. Qui devient propriétaire? C'est-à-dire qui a le droit de revendre? Les héritiers, point d'interrogation. Le bail réel solidaire confère des droits réels. Donc, on a un droit réel sur le bien, mais c'est un droit réel qui est conditionné au respect de certaines dispositions que sont le fait que les acquéreurs, les futurs acquéreurs, ceux à qui on vend, respectent des conditions de ressources. Ça veut dire que si jamais, question d'héritier, les héritiers peuvent récupérer le bien s'ils respectent les conditions de ressources. S'ils ne respectent pas les conditions de ressources, l'organisme foncier solidaire est obligé de racheter le bien et de vendre et de céder la valorisation du bien auprès des héritiers. D'accord. Et à l'organisme foncier solidaire ensuite de trouver des nouveaux acquéreurs. Donc il continue à être, à pouvoir finalement bénéficier de la valeur du bien ou de l'usage du bien. Voilà. Par contre, le terrain, du coup, a été grévé. Voilà. En fait, le terrain appartient à l'organisme foncier et le bâti appartient au propriétaire, ce qui fait que le propriétaire ne peut pas vendre à n'importe quelle condition de prix et à n'importe quel type de public. Ça peut s'apparenter à un viager, complète, Zoé. Oui, sauf qu'il n'y a pas les conditions de très loin, il n'y a pas de conditions en fait de revente à ma connaissance dans le viager à des ménages à des conditions de ressources particulières. Là, on est quand même assez encadré dans le prix de vente et dans les catégories des bénéficiaires, des acquéreurs. Très bien. Merci beaucoup, Emmanuel, pour cette présentation de Rénover pour tous. C'est un concept, finalement, c'est assez innovant. Enfin, voilà, mais c'était très clair. Voilà, si vous souhaitez d'ailleurs en savoir plus, si vous êtes intéressé par ce concept, n'hésitez pas à laisser votre mail là sur le Flinga. On va passer à un troisième outil que vous connaissez sans doute déjà. On a vu deux outils novateurs sur l'éco-transaction. Il y en a un troisième qui est un peu un fil rouge dans nos webinaires, c'est l'outil de simulation Imoreno qui a été développé au départ par Octave, puis repris notamment par la DIL 36 et qu'on essaye d'affiner, de développer. Et donc, on trouvait ça intéressant de terminer ces webinaires par un échange entre Florent Richard et puis Renaud Roche, qui est un agent immobilier de Mulhouse. Donc, merci à vous deux d'être là. Peut-être, Florent, sans revenir en détail, mais est-ce que tu pourrais rappeler en 30 secondes le principe de cet outil de simulation ? Ouais, alors en fait, c'est un outil qui avait été développé il y a maintenant 2 ans par la suite de contacts réguliers avec les agences immobilières qui contactaient Octave justement pour avoir des informations de chiffrage de travaux lorsqu'ils rentraient des biens en mandat. Donc au départ,
clairement, on a été sollicité et on arrivait à répondre, sauf qu'on a été tellement sollicité qu'on n'arrivait plus à répondre à la demande et on n'avait plus cette réactivité dont ont besoin les agents immobiliers pour avoir le chiffrage, en tout cas dans un premier temps, pour connaître les coûts de travaux. Donc de là est venue l'idée de rendre un peu autonome l'agent immobilier sur ces questions-là et qu'il puisse déjà dans un premier temps, avant de faire appel à un professionnel, d'avoir un petit outil qui lui donnerait éventuellement déjà une première idée à l'entrée du mandat en fait, des coûts éventuels de travaux qui seraient à faire dans la maison. Le gros avantage de cet outil, c'est que auparavant l'agent immobilier avait beaucoup, de ceux que j'ai rencontrés, avaient beaucoup l'habitude des idées, hein, de coûts de travaux sur les travaux de manière générale qui sont à faire dans la maison, mais je dirais plus d'embellissement ou de mise aux normes électriques, ce genre de choses, mais très peu de connaissances sur la partie thermique. Donc cet outil a permis finalement de donner accès à chaque agent immobilier de manière autonome à une vision globale du bâti et pas seulement une vision partielle des travaux à réaliser. Cet outil, vous pouvez tous y accéder. Voilà, dans le cadre de la communauté Immo-Réno, il a été diffusé à plusieurs reprises. Comment tu t'en sers, toi, pour aller à la rencontre des agents immobiliers et les intéresser à ce sujet de la rénovation énergétique? Eh bien, ça rejoint ce que je disais dans le développement de cet outil, c'est que très souvent, ce qui intéresse les agents immobiliers, c'est d'avoir justement ce chiffrage hein, de travaux, parce que quand ils voient les acquéreurs potentiels, ils ont beaucoup de questions, et très souvent, les acquéreurs potentiels ont énormément de questions et de réflexions sur les travaux qui sont engagés sur le bien. Donc, le gros intérêt était finalement d'approcher l'agent immobilier en lui disant qu'il allait gagner en autonomie, en le formant sur l'ensemble de ces questions et en lui donnant un outil qu'il puisse lui-même utiliser et être extrêmement réactif. Donc c'est un outil qui a été très très bien reçu, ou qui est à chaque fois très bien reçu. D'ailleurs, quand on fait l'ensemble des formations sur la partie faire des travaux dans des maisons dégradées, eh bien cet outil est très souvent bien sollicité et très 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 bien accepté parce que ça leur permet d'avoir des éléments assez concrets et très rapides sous les yeux. Renaud Roche, du coup, vous êtes agent immobilier, vous êtes utilisateur de l'outil. Peut-être, est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots? Alors, il faudrait que vous activiez votre micro qui avait été coupé. C'est bon. Voilà, c'est bon, on vous entend. Renaud Roche, on a donc monté, ça fait faire 3 ans, une agence immobilière. J'ai suivi la reconversion de mon épouse. Donc, moi, j'ai encore une autre activité à côté, mais j'avoue que ça m'a totalement absorbé. Je crois que la passion est vraiment là. Pour revenir à l'outil, donc j'ai utilisé, encore merci à Florent, parce que je pense qu'avant l'outil, ça a été vraiment utile d'aller voir une maison, je dirais, à problème, pour pouvoir voir les différents aspects de la maison. Alors, dans cet outil, il y a vraiment effectivement 2 parties, une partie énergétique et une autre partie qui est plus souhait par rapport à ce que souhaite faire la personne. Parce que c'est vrai que bon, il y a une partie énergétique qui est quasiment, on peut dire, fixe, enfin, de ce que les gens peuvent réaliser suivant leur portefeuille, mais également il y a toute une partie de variables qui serait important d'ailleurs de mettre un petit peu en relief parce que c'est déjà, excusez-moi, C'est sûrement un client qui appelle. je vais enlever la sonde. C'est légèrement différent. Pour donc en revenir à ce que je disais, les gens ont des souhaits différents. Donc, on ne peut pas arriver avec un document établi. On serait obligé de le modifier avec eux, mais dans la pratique, ce n'est quand même pas toujours possible. Alors, la question se disait à un moment donné, quand on utilisait ce logiciel, c'est de dire, mais est-ce qu'on ne va pas faire peur à l'acheteur? Il y avait un côté intéressant déjà de le produire avec le vendeur. Ça lui permettait d'avoir une appréciation un peu neutre de son bien. Je parle de neutralité là parce que justement, ce qui est important, c'est d'identifier les acteurs de ce logiciel-là pour bien leur expliquer qu'il n'y a pas d'intérêt purement financier. Disons qu'il y a un intérêt à être objectif. Donc ça, c'est la partie du vendeur.
concernant l'acheteur, c'est petit à petit qu'on va voir s'il va modifier, ce qu'il va modifier. Donc, l'enveloppe budgétaire peut pas mal varier. Donc, la question, c'est de savoir à partir de quel bien on allait communiquer. Parce que ce que vous me disiez là, quand on a préparé cet échange, c'est que vous aviez testé l'outil sur 2 biens et vous aviez présenté les simulations à une dizaine d'acheteurs. Comment vous avez choisi ces biens? Alors justement, j'en venais à dire que pour moi, c'était beaucoup plus viable pour un bien qui était nettement déclaré à avoir besoin de travaux. Si c'est une maison assez récente ou qui n'interpelle pas vraiment, je dirais, à un appel à des dépenses supplémentaires pour l'acheteur, c'est peut-être contre-productif. Il faut que la question des travaux se pose de manière évidente, quoi. Voilà, quand c'est vraiment évident, là, c'est un outil. Donc, on a imprimé la préétude, si on peut dire, et on l'a donné donc à ces différentes personnes qui ont visité. Je dois dire que l'accueil était quand même très favorable. De temps en temps, des petites interpellations à dire, ben oui, risque de greffer quand même pas mal mon budget, ça risque d'être difficile. Mais d'un autre côté, on a augmenté pour nous en crédibilité et je veux dire à rentrer un peu plus dans le vif du sujet. Pour la petite histoire, je vais quand même résumer, on a donc essayé sur une dizaine de prétendants à un bien et il se trouve que le bien en question a trouvé preneur au prix. Donc ça ne leur a pas fait… Bravo, tu n'étais pas au courant, c'est super, bravo. C'est une news, hein, parce que bon, quand on a échangé, ce n'était pas encore le cas. Et il se trouve que les gens ont acheté au prix. La personne avait une certaine connaissance au niveau des travaux et de ce genre de choses quand même. Mais je veux dire, ça ne l'a pas rebuté. Et je pense que c'était un complément intéressant. D'accord. Ça a pu faciliter la vente, d'après vous? Je ne sais pas, parce que la personne était quand même vraiment… faisait un certain nombre de travaux lui-même. Donc, il avait déjà une bonne connaissance. Mais sur les autres personnes, on a essayé de leur demander des retours. Je veux dire, parce qu'on allait me demander des comptes aujourd'hui. Donc, j'en ai eu un petit peu. Il faut peut-être avoir encore plus de recul. Mais je dois dire que c'était plutôt positif. Déjà parce que ça leur permettait d'avoir une vue un petit peu plus large sur le bien, quoi. Oui, ça va au-delà de simplement il y a des travaux à prévoir, quoi. Voilà. Et déjà, ce qui était important aussi, c'est que beaucoup d'acheteurs, on a remarqué que souvent, alors c'est peut-être une méthode d'achat, mais souvent pensaient que la rénovation, notamment les fenêtres, autre chose, était encore beaucoup plus chère que ce qu'on leur a annoncé. Donc, des fois, ça permet de remettre les pendules à l'heure et peut-être d'avoir une discussion beaucoup plus saine, de ne pas éviter d'avoir trop de gens qui viennent pour dire ben voilà, il y a tant de travaux, je vais essayer de baisser. Donc, ça permet d'assainir une situation et de discuter sur les choses un peu réelles. Et en termes d'usage de l'outil, cet outil aujourd'hui, c'est un simple tableau Excel, enfin simple entre guillemets. Est-ce que vous vous sentez autonome dans l'utilisation de l'outil? Oui, ça va. Mais je pense qu'il y a, comme je disais tout à l'heure, à mettre certaines parties en relief, que lorsqu'on puisse présenter le document imprimé, on voit bien la différence entre tout ce qui est énergétique et le reste, encore mieux. Et parce qu'il faut vraiment expliquer au client que, bon, après, ça dépend de ses souhaits. Hein, l'enveloppe peut être calculée s'il nous donne des données, mais on n'a pas tout, on n'a pas dans les faits, on n'a pas les éléments qu'on a besoin. Au niveau de ses choix, on connaît un petit peu ce qu'il pourrait faire, mais on ne peut quand même pas… Moi, dans une maison, je peux faire 50 000 €, mais je peux faire 250 000 € de travaux, quoi. Après, on ne peut pas mettre cette variable avant d'avoir visité le bien, quoi. Bien sûr. Et du coup, pour ces simulations plus individuelles, vous envisagez de renvoyer les clients vers le conseiller FAIR, vers Octave? Alors oui, alors je pense que là, c'est plus intéressant. Ça, je le ferai. D'ailleurs, par rapport à ce bien-là notamment, je le ferai. Mais je vais attendre les 10 jours après le compromis et pour lui donner cet élément-là. Parce que je ne vais pas le surcharger, il y a déjà pas mal de choses. Mais par contre, effectivement, je pense qu'à partir de là, c'est un suivi et je dirais un SAV qui me semble intéressant, quoi. Intéressant par rapport à l'image immobilière. Et d'ailleurs, au niveau image, je pense qu'on en parlera dans quelques minutes.
Du coup, Florent, sur l'utilisation de cet outil par rapport aux échanges avec les agents immobiliers, tu dirais qu'ils peuvent tous être autonomes dans l'utilisation de cet outil et à quelles conditions? Ouais, clairement, je pense que c'est le gros avantage de ce type d'outil, c'est enfin, on va dire, de responsabiliser en fait l'agent immobilier dans son devoir de conseil. Il a un devoir de conseil qui va être de plus en plus important avec les nouvelles réglementations, hein, notamment sur le DPE, les obligations de rénovation d'ici 2028, enfin, les étiquettes F et G, enfin voilà, toutes ces problématiques, donc qui sont déjà très fortement en demande. Et ensuite, c'est vrai qu'ils ont besoin, il faut qu'ils prennent cette responsabilité et qu'ils ont besoin justement d'être autonomes. Cet outil leur permet, ce qui n'empêche pas justement, et je dirais, il ne faut surtout pas que ça devienne un outil qui fasse en sorte qu'ils ne viennent plus voir les conseillers faire ou même d'autres professionnels, hein, ce n'est pas le but. C'est déjà qu'ils soient suffisamment autonomes pour avoir une première idée, pour pouvoir ensuite avoir des questions plus précises et s'entourer après des bons professionnels derrière. Ce que je voulais rajouter effectivement à ce que disait Renaud tout à l'heure, c'est vrai, c'est la grosse difficulté qu'on a encore aujourd'hui, c'est à quel moment est-ce que le conseiller faire ou l'entreprise doit intervenir pour éviter aussi d'interférer dans l'acte de vente. Parce que le principe, c'est aujourd'hui que l'acte de vente et que le métier du conseiller, de l'agent immobilier puisse se faire de manière homogène et de manière sereine pour lui aussi, parce que c'est aussi son gagne-pain. Mais il faut qu'il y ait suffisamment d'éléments avant pour convaincre l'acheteur d'acheter et de le rassurer. Mais il faut aussi faire attention parce que ce soit un conseiller faire ou même nous au niveau d'Octave, on est quand même des conseillers qui sont complètement objectifs et nous, on n'a pas un intérêt commercial derrière, donc on va forcément dire toutes les choses telles qu'elles sont aux particuliers. Et ça, effectivement, ça peut clairement faire peur à un acquéreur potentiel. Et c'est ce sur quoi nous, depuis 2 ans, on a dû travailler parce qu'au début, on a essuyé les plâtres, hein, on a cassé énormément de ventes parce qu'on était tellement objectif qu'on faisait peur à tout le monde. Donc, c'est comment est-ce qu'on construit ça et au bon moment pour Ouais, que il y a un ça rassure tout le curseur monde. assez fin sur Clairement. le moment de l'intervention. Oui, ouais, clairement. Et c'est vrai que si on arrive à donner suffisamment d'éléments à l'agent immobilier pour que lui les amène à l'acquéreur potentiel et le rassure, nous, derrière, c'est qu'une fois que la vente sera faite, qu'on pourra récupérer un dossier en sachant que derrière, il y aura quand même un minimum de budget suffisant pour faire des travaux. Alors, ils pourront peut-être pas faire une rénovation totale. Je dirais ça, ce sera après notre travail à nous, que ce soit les conseillers faire ou nous chez Octave, de dire à quel curseur, enfin, le curseur, à quel endroit on va le mettre en fonction du budget. Mais on saura au moins qu'il y aura du budget, alors qu'auparavant, très souvent, on récupérait des acquéreurs qui venaient d'acheter une maison et ils n'avaient pas le budget pour faire de la rénovation thermique. Alors, juste pour terminer par une mise en perspective, en préparant, Renaud, vous nous parliez de l'idée de mettre en place un label pour les agences immobilières. Vous pourriez nous expliciter cette idée? Alors, je pensais qu'il y avait deux choses, c'est-à-dire on parlait de communiquer aux acheteurs, mais également, je pense que pour nous, il est intéressant de communiquer beaucoup aux vendeurs parce qu'il est souvent plus facile de vendre, enfin plus aisé de vendre quelque chose qu'on a en portefeuille parce que si on n'a pas de portefeuille, on ne vend rien. Donc, souvent, c'est quand même beaucoup plus difficile d'avoir des biens que de les vendre. Donc, moralité de l'histoire, si on a un blason à redorer, bien sûr, l'acheteur sera susceptible d'être intéressé, je dirais, par le fait de savoir qu'on peut être amené à lui donner des informations ou du moins à le diriger vers des gens qui font de la rénovation. Mais il me semble intéressant que le vendeur immobilier soit valorisé auprès du vendeur potentiel pour qu'il puisse savoir qu'en fin de compte, les acheteurs peuvent venir plus facilement chez nous parce qu'ils sauront qu'ils auront une bonne information et du moins qu'ils seront accompagnés tout au long de leur achat, bien sûr, mais après. C'est-à-dire qu'on n'est pas là seulement pour faire signer le compromis et ce genre de choses, mais qu'on ne les laisse pas dans la nature, parce que tout simplement, ce sont des gens qui sont dans notre secteur, donc on tient à avoir une réputation et d'être intègre. Et si on peut aider les gens, je veux dire, ça dépasse le simple fait professionnel et je veux dire, ça concourt au plaisir de travailler. Parce que je n'ai pas envie de travailler pour m'embêter. Donc, je le fais par plaisir et par conviction. Après, Okay. Du coup, c'est un label qui effectivement participerait à cette logique de différenciation et de mise en lumière du conseil que vous pouvez apporter
sur ces aspects de rénovation énergétique et qui serait associé à cet outil et sans doute un certain nombre de choses. Florent, quelles sont les perspectives en termes de développement de cet outil de simulation? Alors, peut-être avant de parler de développement d'outils, je voulais juste rebondir sur ce label parce que moi, je trouve ça, enfin, cette idée vraiment très, très, très intéressante. De la même manière que pour des entreprises, aujourd'hui, les entreprises du bâtiment, quand on fait de la rénovation, il y a des labels qui existent et je me dis effectivement, pourquoi pas pour les agences immobilières? Je crois que ce serait une très bonne chose. Pour le développement de l'outil, aujourd'hui, on est en train de réfléchir à en faire une web app, donc une application qui soit disponible directement sur Internet. Donc, ça nécessite un petit budget d'investissement pour le développer. Donc, on est en train de regarder les différents partenaires, mais ça permettrait effectivement d'éviter à chaque fois de renvoyer en fait un outil Excel à chacun dès qu'il y a une mise à jour. Là, cette mise à jour serait automatique et elle serait disponible directement et il n'y aurait plus besoin de s'embêter à envoyer le fichier. C'est vrai que le fichier Excel avait été développé de manière très artisanale, hein, comme on pouvait. Il est accessible, il est facile d'utilisation, mais très artisanal. Et cette web app serait déjà une première approche pour pouvoir accéder à l'outil de manière régulière et avec les mises à jour qui seraient faites automatiquement. Très bien, bah, on espère que ça va pouvoir se faire dans les prochains mois. En tout cas, merci beaucoup Florent, merci beaucoup Renaud pour votre témoignage. Je vais, pour terminer ce webinaire, passer la parole à Cécile Grassi de l'ADEME, et puis je dirai quelques mots pour conclure également. Bonjour Cécile. Oui, bonjour à tous. Merci Gaëtan et merci à tous pour ces échanges. Du coup, pour conclure ce cycle, l'idée c'était simplement de dire quelques mots pour refaire le lien un peu avec les dynamiques au niveau national. Donc pour vous redonner un peu le contexte, mais c'est vrai que nous, du coup, pour travailler sur ce secteur-là et avec ces professions, on voit que vraiment beaucoup d'acteurs de l'immobilier s'engagent de plus en plus dans la rénovation qui est d'une actualité brûlante, comme on l'a bien pu voir au cours de tous ces échanges. Donc pour rappeler un petit peu aussi cette dynamique, puisque moi je suis particulièrement impliquée dedans, donc avec Marie Grassia du plan bâtiment durable, mais de la charte engagée pour faire. On a plusieurs grands réseaux immobiliers qui ont rejoint cette dynamique, FNAIM, Orpi, Foncia. On a aussi l'UNIS du côté des syndicats de gestion. On a des diagnostiqueurs immobiliers qui s'engagent. Voilà, donc je ne vais pas forcément citer tous les noms et au-delà de ces réseaux-là, les agents immobiliers dans tous les territoires, on a vu, sont très mobilisés. Mais voilà, pour dire que nous, on a vraiment à cœur d'activer ces dynamiques-là aussi au niveau national pour faire le lien avec tout ce qui se passe sur le terrain, en local et que les retombées soient au maximum. Il y a un événement qui est prévu en juin, du coup, avec les fédérations pour reparler avec elles du sujet et prendre le temps de ce point d'étape avec elles. Donc continuer voilà, sur des actions de sensibilisation, de formation et sur cette notion d'échange d'expérience qui, on a vu, était hyper importante pour mobiliser les uns et les autres et aller dans le bon sens. La mobilisation des professionnels, c'est un objectif du réseau FAIR. Donc il y a aussi cet enjeu de pouvoir outiller au mieux les conseillers pour qu'ils puissent continuer à avoir ces échanges avec vous et donc de pouvoir, notamment à travers des programmes comme tout ce qu'a pu faire le programme Actimo, poursuivre voilà, sur ce type d'objectif et d'une meilleure connaissance entre les acteurs dans les territoires. Donc vraiment, merci à tous pour ces échanges. Enfin, j'ai trouvé qu'à chaque fois, on avait une très bonne dynamique. Merci bien sûr en particulier à Gaëtan qui a animé tout ça avec brio. Je pense que tu vas peut-être en redire un mot, Gaëtan, mais il y a un questionnaire qui est prévu voilà, un peu pour vous de demander vos retours sur ce qui a été fait. Et n'hésitez pas à nous dire en termes de suite ce qui vous pourrait vous être utile. C'est important pour nous de voir l'utilité que ces échanges ont pu avoir et essayer d'imaginer voilà, de pouvoir continuer à maintenir cette dynamique à travers cette communauté qui est hyper intéressante. Voilà, donc merci à tous encore. Effectivement, un questionnaire que vous pouvez remplir. J'ai diffusé le lien dans le chat. Je le remettrai dans le mail qui suivra ce webinaire.
Donc voilà, prenez 5-10 minutes pour nous faire part de vos retours. C'est un questionnaire qui est organisé autour de 4 questions ouvertes, hein, donc ce n'est pas tant des cases à cocher que quelques mots à nous écrire, à la fois sur les webinaires, sur la manière dont ils ont pu vous être utiles ou non, sur l'utilisation que vous avez pu avoir de l'outil, et puis sur, comme disait Cécile, sur vos besoins ou vos idées pour la suite et comment amplifier la mobilisation des agents immobiliers. Avant de terminer, je rappelle juste mon appel à témoins à la fois pour l'atelier du 15 juin et puis également pour la vidéo. Donc voilà, ça s'adresse à un conseiller faire et ou un agent immobilier intéressé. Contactez-moi par mail. Et puis, on va vous donner des nouvelles à la suite de l'atelier avec les fédérations. Voilà, je ferai un petit mail pour synthétiser ce qui a pu être dit et puis les perspectives qui se dégagent. Et puis, je vous donne rendez-vous en septembre. Le 14 et 15 septembre, il y a les rencontres faire. Et donc, dans ce cas-là, on envisage d'organiser un atelier autour de ce sujet de la mobilisation des agents immobiliers sur la rénovation énergétique. Et donc, ça sera l'occasion de se revoir, d'échanger à nouveau et de vous faire part de comment les choses avancent. En tout cas, j'étais très heureux de pouvoir continuer à travailler sur ces sujets avec vous. Et puis, on se donne des nouvelles et je compte sur vous pour remplir le questionnaire. Merci encore à tous et à toutes.